Salut Eric. Bonjour, salut Eric. Salut Jean-Christophe de la chaîne Ivy, comment vas-tu? Ça va bien et toi Eric d'Automobile Propre? Ça va bien, merci. Salut Alex. Salut. De la chaîne Ivy aussi, hein? Également. Ouais, on vous présente plus. On vous présente plus vraiment, on n'a plus besoin. Et Charles Rivoire, salut Charles. Salut Eric. Et donc toi, tu ne fais pas partie de la chaîne Ivy, mais tu travailles un petit peu avec eux sur des événements un peu particuliers, et notamment celui dont on va parler aujourd'hui. Toi, tu as une start-up, c'est ça? Tu viens de lancer un service sur Internet? Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais, bien sûr. Donc j'ai lancé le site WeLike.fr, qui est un site de petites annonces dédié aux véhicules électriques. C'est un site où on va retrouver des informations qu'on retrouve pas forcément sur le Bon Coin et la Centrale, et surtout ce que je voulais mettre en avant, c'est tous les services liés à cette nouvelle mobilité. Et donc c'est-à-dire que les personnes peuvent mettre en annonce leur véhicule, ils peuvent souscrire ils peuvent faire des devis pour installer une borne, ils peuvent souscrire une assurance qui est spécialisée pour les voitures électriques, ils peuvent faire certifier aussi la batterie de leur véhicule. Donc le but, c'est vraiment de travailler avec des partenaires du milieu de la voiture électrique et de proposer tous ces services-là sur un seul et même endroit. Donc WeLike.fr. Très bien. Merci Charles pour ce petit pitch. Très bien. Bon, alors messieurs, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui en première exclusivité mondiale, on va dire, parce que vous venez d'accomplir un record et on va dire une petite aventure assez hors du commun, puisque vous venez de battre le record de la traversée. Alors, je sais pas si on peut dire traversée. En tout cas, la traversée longitudinale sud-nord de l'Europe, de la pointe sud-ouest du Portugal, donc du Cap Saint-Vincent, jusqu'à la pointe nord de l'Europe continentale, c'est-à-dire le Cap Nord. Et vous avez fait ça en moins de 3 jours à bord d'une voiture électrique. Vous allez nous raconter tout ça dans le détail parce que c'est vraiment une expérience intéressante, et pas simplement pour le plaisir de faire une aventure un peu exceptionnelle, mais aussi parce que ça dit beaucoup de choses aujourd'hui, et c'est ça, je crois, l'objectif de votre démonstration. Ça dit beaucoup de choses sur la capacité de voyager en voiture électrique. Qui veut commencer? Je commence, allez. Allez, Jean-Christophe. Ouais. Nous, on avait 2 buts. Alors déjà, tout a commencé sur un article d'Automobile Propre qui parlait du précédent record, donc de Guillaume et Romain, voilà, qui l'avait fait en 70 heures et 49 minutes avec une Tesla Model 3. Et donc ça m'a chauffé tout de suite. Je l'ai proposé rapidement à Alex. Et nous, en fait, on l'a fait pour 2 raisons. La première, c'était montrer qu'on peut voyager tranquillement en voiture électrique. Sinon, on a fait le sud Portugal au nord de la Norvège. Ça veut dire que pour partir en vacances sur 500 km, c'est faisable avec n'importe quelle voiture. Et deuxièmement, on avait aussi envie de le prouver. On avait aussi envie de prouver qu'on pouvait le faire avec autre chose qu'une Tesla, parce qu'eux l'avaient fait en Tesla Model 3. Et nous, on voulait prouver qu'en naviguant avec une autre voiture sur un autre réseau, enfin sur tous les réseaux sauf Tesla, c'était possible de le faire aussi. Et puis, on a été en plus poussé par tout ce qu'on a vu passer comme reportage à la télévision sur des gens qui faisaient des road trips de 400 km en 12 heures avec des Zoé et tout. On s'est dit qu'il fallait que face à, entre guillemets, l'incompétence de certains journalistes, c'est un peu dur, mais voilà, il fallait qu'on place une certaine expertise et qu'il y ait un juste milieu ensuite qui se fasse, quoi. Voilà. Donc c'était aussi l'idée de contrebalancer un petit peu tout ce qu'on a pu lire, voir et entendre ces derniers temps sur les voyages en voiture électrique. Comment ça s'est passé? Vous avez donc fait ce périple à bord d'une Ioniq 6. Ouais, une Ioniq 6, Hyundai Ioniq 6. Vous aviez un deal avec la marque Hyundai, ou vous avez acheté une voiture pour l'occasion? Alors non. Alors moi j'ai une Ioniq 6 en l'occurrence personnelle, mais c'était pas la plus efficiente. Donc on voulait la plus efficiente, et en l'occurrence c'est la propulsion avec les jantes 18 pouces. Et donc là Hyundai, on les a contactés pour voir s'ils étaient intéressés d'être partenaires. Et du coup ils nous ont fourni la voiture et également une carte de recharge, de manière à prendre en charge une partie, en tout cas des charges sur le parcours. Quelle est l'autonomie théorique WLTP de ce modèle, de cette version? Alors 612 km si je dis pas de bêtises. 614 je crois. Ouais, 612, 114 sur les rétrocaméras. Ouais. Enfin bon, bref. Plus de 600 quoi. Et alors comment ça s'est passé d'un point de vue concret, d'un point de vue logistique? Vous avez récupéré la voiture au sud du Portugal, ou c'est une voiture du parc presse de Hyundai Portugal, ou est-ce que c'est Hyundai France qui a envoyé la voiture là-bas? Alors non, on aurait bien voulu. Au final, la voiture a été descendue de Paris jusqu'à Bordeaux.
Donc nous, on l'a récupéré à Bordeaux. Donc on a fait un premier trajet Bordeaux-Portugal la veille du départ. D'accord. Et qui a été très très utile pour le coup. Ouais, ça nous a permis de vraiment jauger la voiture et grâce au trajet Bordeaux-Portugal, on a pu mesurer vraiment sa conso et ce qui nous a permis de tuner entre guillemets notre planificateur d'itinéraire. D'accord. Pour ensuite avoir un trajet dont on savait que c'était les bonnes consos et voilà quoi. Alors vous avez donc récupéré la voiture et puis le jour J, vous partez du Cap Saint-Vincent et direction le Cap Nord. Et là, quelle était la procédure ? Je crois que vous vous êtes imposé un certain nombre de règles que vous avez observées pendant tout le trajet. Ouais, alors. Tu veux y aller, Charles ? Ouais. Alors déjà, on avait effectivement, lors du précédent encore, il y avait quand même des règles, c'était de pas prendre de ferry et de respecter les limitations de vitesse. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'on souhaitait aussi mettre en avant. Ensuite, effectivement, pour planifier les itinéraires, donc on a utilisé l'application ABRP et ChargeMap. D'accord. Suite, effectivement, comme l'a dit JC, la veille, ça nous a permis de bien comprendre le véhicule et de rentrer, on va dire, les bonnes données dans ces planificateurs. Et du coup, effectivement, on a pu sélectionner les réseaux où on voulait recharger, essentiellement du Unity, pour la majorité des recharges. Et effectivement, donc on s'est dressé un petit planning de route avec tous nos arrêts et on avait quand même la ligne directrice de dire ok, quoi qu'il se passe, on suit cette trame là. D'accord. Et le planificateur, alors vous avez donc utilisé ABRP, le très connu Better Route Planner, avec l'accent, et puis le planificateur de ChargeMap. Pourquoi ? Parce que le planificateur de la Hyundai vous paraissait insuffisant ? Alors, en fait, le planificateur Hyundai, le problème, c'est on arrivera potentiellement à un bon port, mais il sera pas suffisamment optimisé. En tout cas, dans le cadre d'un record comme là, on voulait le faire. On voulait vraiment optimiser les charges, les points, vérifier que les bornes étaient... surtout, c'est là où ChargeMap nous a servi, l'application principalement, c'était pour vérifier les commentaires, les avis sur la borne. Est-ce que les gens ont réussi à charger ? Est-ce qu'elle est bien ouverte, la borne ? Parce on peut avoir des cas, d'ailleurs, où le planificateur de la voiture nous envoie sur une borne qui n'est pas encore ouverte. On a déjà vécu ça, nous, dans nos expériences. Et du coup, on voulait vraiment retirer tout risque dans ce parcours et que tout soit validé avant même qu'on arrive sur la borne. Alors, l'avantage d'un planificateur intégré dans la voiture, c'est que généralement, théoriquement, il préchauffe, enfin en tout cas, il préconditionne la batterie avant d'arriver au point de recharge. Ça, avec un planificateur extérieur, Jean-Christophe, ça fonctionne comment ? Vous aviez la possibilité de faire de la préconditionnement manuel sur la Hyundai ? Eh ben en fait, en gros, ce qu'on a fait, c'est que la plupart du trajet, en tout cas tout ce qui était au sud, on n'a pas utilisé du tout le GPS de la voiture et ça préconditionnait pas et on arrivait quand même à nos 230 kW en charge, en pic. Et c'est que quand on a commencé à attaquer le froid et que en fait on rentrait. Nous, on s'était fait un Google Sheet avec toutes les stations sur lesquelles on voulait s'arrêter avec des liens Google Maps. Donc on s'envoyait tout en Google Maps et on utilisait Android Auto et ABRP. Et c'est quand on arrivait en gros à 30 minutes de la station qu'on recherchait la borne sur le GPS de la voiture et boum, on lançait le préconditionnement en fait. Donc tu pouvais lancer le préconditionnement manuellement. Alors non, c'est en fait tu faut mettre une borne. Ouais. Faut viser une borne dans le GPS de la voiture pour que lui fasse le préconditionnement. Mais vu que le GPS Google, il est plus performant que le GPS de la voiture. Quoique finalement le GPS de la voiture était pas mal. Il est pas très beau, mais il est pas mal. Mais on a fait ça vu qu'on avait tous les liens sur Google Maps, on a fait ça et on lançait le préconditionnement qu'au dernier moment, quoi. Donc le record, c'est quoi ? Vous avez fait la distance. C'est quelle distance et en combien de temps exactement ? Alors c'est 5665 km qu'on a fait en 63h35. 5665 km en 63h35, ce qui tombe le record précédent de combien de distance et d'heures 7h14 de moins. Sur la même distance. Par contre, non, ils ont fait, je crois, eux, 200 ou 220 km de plus de mémoire. Ouais, du fait que effectivement, ils privilégiaient les superchargeurs Tesla, et ben effectivement, ça leur a fait faire un détour de plus de 220 km comparé à nous, effectivement, où on a vraiment optimisé le trajet. Après eux, c'était en 2021. 2021, le réseau de bornes n'était pas aussi étendu qu'aujourd'hui, même pour Tesla. En fait, eux, ils ont fait un détour, ils sont restés beaucoup plus longtemps que nous au Portugal, qui a des routes qui roulent pas très vite. Et en fait, non, on leur a pris 2 heures rien que sur le Portugal. Enfin, rien que sur l'Espagne, en fait. À la frontière française, on avait 2 heures d'avance déjà. Et pareil, au nord, en fait, au nord du cercle polaire, là-haut, eux, ils ont dû faire un détour plus à l'ouest que nous pour aller chercher un superchargeur et revenir sur notre route. Et là, ils ont perdu aussi quelques kilomètres. Vous avez roulé à quelle vitesse moyenne sur l'ensemble du périple ? Un peu moins de 100, je crois que c'est entre 90 et 100 de vitesse moyenne.
Mais du parcours. On a fait les vitesses max tout le temps. Et évidemment, c'était de l'autoroute ou de la voie express non-stop. Voilà. 120 Portugal, Espagne, 130 France. En Allemagne, on est monté à 191, je crois. Ouais. On a roulé à 160 en gros. Ouais. Et puis après, tout le reste aux vitesses max, sauf au-dessus, encore une fois, du cercle polaire où on était de nuit, la route était mouillée, il faisait 2 degrés. Et il y avait des animaux. Enfin, on savait qu'on a vu des élans et des rennes. D'accord. Donc on a roulé à 80 au lieu de 100. D'accord. Et en Allemagne, vous avez tapé donc 191. C'est la vitesse. C'est quoi la vitesse max de cette voiture? Elle est 180. Elle est donnée pour 185, mais du coup en réel compteur, en fait, c'était 191, qui devait sûrement faire un 185 chrono, ça, certainement. Alors, du point de vue organisation personnelle, vous relayiez au volant. C'était des runs de combien de temps chacun? Entre 2h30 et 3h30, je dirais. Ouais, ça peut Disons que la moyenne, c'est 2h30. Mais après, il y a eu des runs de 3h30 et des runs plus petits parce que, suivant la position des bornes. Quelle est la distance maximum que vous avez fait sur un run? Sur un relais? 400, pas être loin des 400 km, ouais. 400, ouais. Donc 400 km d'autoroute avec la Ioniq 6. Non. Alors pas forcément autoroute. Non, 400 c'était en Suède, c'était sur des routes, tu vois, des nationales. D'accord. Des trucs à 100, 110 quoi. Petite question un peu hors sujet, climatique, mais qui est intéressante. C'est vous avez senti une grosse différence entre le sud du Portugal et le nord de la Norvège. Vous êtes passé en 3 jours de l'été à l'hiver, c'est ça, pratiquement? Moi, j'étais en short au début, et effectivement, au début de la Suède, un des arrêts, on a fait non mais là, ça va pas continuer comme ça. Et on a commencé à changer dehors sur le parking parce qu'il faisait vraiment très froid. Et vous aviez toujours le chauffage dans la voiture, hein, c'est un élément qui compte, ça, dans la prise en compte de l'autonomie. Vous étiez toujours à 23 degrés, c'est ça, en moyenne, je crois? Ouais, enfin, en température agréable, on a fait peut-être du 24. Enfin, on n'a vraiment pas géré de consommation à ce niveau-là. On voulait vraiment être dans le confort. En sachant que la voiture qu'on avait, en plus, n'était pas forcément, au final, la plus efficiente parce qu'elle n'avait pas la pompe à chaleur. C'était la version intuitive. D'accord. À la base, on aurait dû avoir une exécutive, mais il y a eu un incident qui fait que la voiture était accidentée avant qu'elle arrive chez nous. Ouais. Et du coup, on était avec un chauffage à résistance et au final on n'a pas vraiment ressenti de perte significative d'autonomie. Ça nous a pas empêché de faire de parcours. Alors hier soir avec Charles, Charles nous a fait le plaisir de venir nous parler un petit peu de cette aventure à l'occasion d'une petite conférence sur la voiture électrique que j'organisais, que j'animais hier soir à Lyon. Et Charles, tu nous disais que tu avais constaté des changements, enfin des différences entre guillemets culturelles sur les points de recharge entre les différents pays et notamment entre la France et d'autres pays où on était apparemment mieux lotis en termes d'accueil sur les stations de recharge en France. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, nous le premier soir on part, on n'a pas prévu de boissons ou de nourriture spécifique dans la voiture. On part tête baissée en disant on va s'arrêter sur une aire d'autoroute et on prendra à manger. Et en fait, au Portugal et en Espagne, ça se passe pas du tout comme ça. C'est-à-dire que on a fait notre premier stop. On était déjà en Espagne. Non, on était au Portugal. Premier stop, on est arrivé. En fait, on se rend compte que la station-service est fermée. Il y a pas de toilette, il y a rien. Donc du coup, on a dit ok, ça va être compliqué. Et la première nuit, donc on n'a pas spécialement mangé le soir et on était pressé de retrouver la France parce que ce soit le Portugal ou l'Espagne, très compliqué aux arrêts recharge de s'arrêter dans un toilette ou d'avoir un snacking à proximité, quoi. Et après, dans les pays suivants, vous avez traversé quel pays? Donc Portugal, Espagne, France, Belgique, Allemagne. Belgique, Allemagne, ouais. Danemark, Suède. Danemark. Après, en Suède, on est repassé un coup en Finlande et après la Norvège. Ok. Et si vous deviez faire un petit palmarès de la qualité à la fois de la recharge et de la qualité de l'accueil dans les stations de recharge, c'est la France sans hésiter. Ah oui. La France en premier. D'accord. Ah ouais. Mais c'est même très au-dessus en fait. Ouais, de loin. Je pensais pas à ce point-là en fait. On se plaint souvent de nos infrastructures, pas assez de bornes, etc. Mais là, nous on avait des vraies stations. Nous on a croisé énormément de stations hors France qui étaient à 2 bornes. Même en Allemagne, du coup, c'est une grosse surprise. Et du coup, on apprécie d'autant plus notre infrastructure aujourd'hui. 2 bornes perdues au milieu de nulle part, sans aucune prestation autour, sans. Alors parfois, il y avait une prestation, mais sauf que les bornes avaient été ajoutées très très loin de la station, mais c'était limite, fallait 20 minutes à pied pour aller à la station-service. Alors qu'en France, vous êtes arrêté essentiellement ou exclusivement chez Ionity. Et les stations Ionity, elles sont généralement sur des aires d'autoroute, donc. Alors non, en fait, en France, on a fait
2 Unity, une Shell et une Fastned. D'accord. Et les 3, c'était comme si ça faisait partie de la station-service, en fait. Mais après, en France, on s'est arrêté 2 jours. L'Allemagne, on s'est arrêté de nuit. Ouais. Et en Allemagne, les bornes sont vraiment, en tout cas de toutes celles qu'on a fait, elles sont vraiment elles sont assez loin des stations-service. Après, par contre, dans les pays nordiques, on en a fait beaucoup de nuit aussi. C'est un peu moins bien qu'en France. Par contre, c'est vrai que l'accueil est sympa, quoi. C'est une autre mentalité. C'est vraiment autre chose. Là, on sort du VE, mais c'est vrai que dans les stations-service, le fait de consommer avant de payer, on se fait son café et après on paye. Alors que j'étais même surpris sur une machine Starbucks de lancer le café et d'un coup voir qu'il démarre, je fais mais j'ai pas payé. Et on fait non, vous payez après. Ah ok, bon très bien. Ouais. Autre mentalité. Pour revenir à la voiture, donc vous avez pu constater son efficience. Pas de mauvaise surprise, vous aviez toujours de la réserve et elle rechargeait très vite. Je crois qu'il a une courbe de recharge qui est assez impressionnante. Déjà, on a une belle surprise parce que quand on a été rétrogradé de version, on avait peur de pas avoir le V2L. Et il se trouve que même dans la version d'entrée de gamme, la voiture est équipée. Donc ça, c'était vraiment. Donc le V2L, je rappelle, c'est le dispositif qui permet à une voiture de recharger un appareil électrique extérieur en renvoyant le jus de sa batterie. On peut brancher un ordinateur, un barbecue. C'est ça. Voilà. C'est ça. En fait, sur la Ioniq 6, tu as deux systèmes de V2L. Tu en as un, c'est une prise à l'intérieur, et l'autre, c'est un truc que tu branches sur la prise T2 et qui va te permettre de recharger à l'extérieur. Et en fait, toutes les versions de la Ioniq 6 sont équipées de la prise intérieure. D'accord. Et donc, nous, parfait pour recharger les téléphones, les GoPro, les piles des micros, etc. Ça nous a vraiment été utile. Ouais. En fait, cette voiture, elle était parfaite pour notre road trip. C'est nous qui l'avons demandé. C'est pas Hyundai qui nous a... Enfin voilà, on n'a pas été payé par Hyundai. C'est vraiment nous qui avons demandé à Hyundai de nous la prêter. Ils ont été gentils parce qu'on leur a mis 10 000 km dans la tête à cette voiture. Ouais, c'est vrai. Mais il y avait beaucoup d'espace à l'intérieur. La charge, ultra rapide. C'est pour ça qu'on voulait la voiture, parce qu'on savait qu'elle était efficiente, elle chargeait vite, donc elle était imbattable là-dessus. Donc beaucoup d'espace, le V2L, les aides à la conduite, j'ai été vraiment surpris parce que voilà, toi aussi tu le sais, tu roules en Tesla et tu fais 5000 km en Tesla, tu as envie de jeter ta voiture contre un mur tellement elle t'énerve. Et les aides à la conduite Hyundai, sincèrement, c'est soft. C'est une aide, c'est soft, jamais ça te prend la main, jamais ça te fait faire un mouvement bizarre. Elle est là sur l'autoroute, elle nous a jamais lâché. Le régulateur adaptatif, il est juste parfait, pas de freinage fantôme et tout. Sincèrement, c'était génial. C'est une super routière, cette voiture. Et sur le V2L, quand vous rechargiez vos différents appareils, les ordinateurs, les téléphones, les GoPro et compagnie, ça pompait pas trop ça se voyait ou c'était pas du tout? Non, justement, c'est là où je suis content de cette expérience, parce qu'au final, je trouve qu'à cette expérience, on casse un peu plein de fake news ou fake infos sur ce sujet-là. C'est qu'on a prouvé que justement, on peut aller loin, on peut aller vite parce qu'on roule aux vraies vitesses, par différentes températures, et également, comme tu le dis, le fait de recharger les appareils nous sort, mais si mon enfant il charge son téléphone à l'arrière, je perds 100 km d'autonomie. Non, c'est complètement faux. On était vraiment avec tout le confort. On a même plus utilisé la batterie dans certains cas, justement avec le V2L, qu'un usage normal. Et ça nous a pas empêché de faire ce long parcours rapidement et en battant même un record. Et on était chargés, on était 3 avec les bagages aussi. Enfin, on était vraiment dans la situation... Donc là, qu'on ne sorte plus, que vous étiez tout seul dans la voiture, quand il y a des essais, ça change pas grand-chose. Est-ce que vous êtes questionné sur le choix de la voiture avant de faire ça? Est-ce que vous avez eu un petit débat sur où est-ce que vous vous êtes dit on fait ça avec la Ioniq 6 et il n'y a pas de question? Alors moi, c'était une évidence avec JC, mais... D'accord. T'as des voitures qui ont consommé un peu moins, mais au final, qui ne cherchent pas assez vite. Comme la Model 3, sinon. Parce que juste pour rappel, pendant qu'on est sur la conso, le véhicule, sur la totalité du parcours, a consommé 17,9 kWh au 100. Donc, moyenne, ouais. Et il y a eu de l'autoroute, il y a eu de la route à 80, donc
Il y a des secteurs où il faisait très froid, donc qui c'est pas favorable. Secteur où il faisait très froid. En Allemagne, on n'a pas lésiné non plus, donc. Et d'ailleurs, justement, pour le froid, c'est là où on remet un point sur le préconditionnement qu'on disait tout à l'heure, mais justement, par toutes conditions, les voitures maintenant sont vraiment équipées pour gérer les différentes températures. La preuve, on n'a pas eu d'incidence sur nos temps de charge et sur le parcours, même quand il a commencé à faire froid. Parce que, voilà, avec le préconditionnement, tout s'est bien passé, on a eu nos pics et on a chargé normalement, quoi. Surtout que vous avez dû avoir les deux expériences, parce que j'imagine que quand vous étiez dans le sud du Portugal et en Espagne, vous n'aviez pas de chauffage, mais vous aviez plutôt la clim, non? C'est ça. Ouais. Donc vous avez pu un peu comparer et l'incidence que ça peut avoir. Hein. Sincèrement, il n'y a aucun moment où on s'est dit on va être ric-rac. En même temps, on avait planifié. Nous, on a vraiment fait une planification sécure sur des bornes qu'on connaissait, enfin dont on connaît les prestats. Il y a eu, je crois, 3 bornes exotiques qu'on connaissait pas trop, et c'est là où ChargeMap nous a aidé parce qu'on s'est fait un plan B et un plan C pour chacune de ces bornes au cas où elle marchait pas. On n'a pas eu besoin du plan B, C. On n'a pas eu besoin. Et déjà, on a chargé sur toutes les stations, ça a marché tout le temps. On a eu 2 problèmes sur une station Unity où il y a une bande qui marche mal, on se met sur celle d'à côté et ça passe. Nous, à aucun moment, même au confort maximum, il y a aucun moment où on s'est dit là, on va être ric-rac, faut ralentir. On est toujours arrivé à plus de 10% de batterie. Je pense qu'on arrivait en moyenne à 20-25. Ouais. Je crois qu'on n'est même pas descendu en dessous de 15. C'était vraiment simple. Hein. C'est d'ailleurs là où si le record devait être battu, faudrait que ceux qui le fassent prennent des risques si c'était avec les mêmes voitures. Parce que là, il faudrait descendre à 4, 5% ou 3% de batterie. Et ça, nous, on voulait éviter. Parce que pour peu qu'il y avait un moindre problème sur une borne, là, on aurait été vraiment bloqué. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui, dans les mêmes conditions, il y aurait une voiture, alors vous venez partiellement d'y répondre, hein, mais une voiture qui pourrait battre ce record? Je pense par exemple à la Lucid Air qui a avec ses 1000 km d'autonomie et sa recharge ultra rapide. Est-ce que vous pensez Lucid Air peut-être. C'est possible. J'ai pas regardé les specs, mais je sais qu'elle consomme rien. Après, t'as des voitures comme la Lotus Electre qui doit consommer beaucoup, mais qui charge très très vite a priori. D'accord. Donc, à voir. Mais après, on voulait pas non plus le faire avec une voiture à 100 000 €. Oui, bien sûr. Ouais. Je comprends. Est-ce que il vous est arrivé d'attendre sur des bornes de recharge? Une fois. 2 minutes. Une fois, ouais. Où ça? C'était en Suède. D'accord. À côté de Stockholm, ouais. On est arrivé, il y avait les 6 bornes Unity prises, un mec qui attendait. Et là, on s'est dit aïe. Et puis en fait, 2 voitures sont parties tout de suite. Et on a attendu vraiment 2 minutes, quoi. Et pour le coup, il y avait, je crois, 1 ou 2 personnes qui chargeaient quasiment jusqu'à 100%. Ce qui fait qu'avec une bonne gestion des charges à 80-90, il y aurait certainement pas eu d'attente. Ouais. Donc, en quoi, avec un peu d'éducation, cette saturation n'aurait pas eu lieu, en fait. Et hier, Charles, tu disais que la courbe de recharge de la Ioniq 6 était d'une constance incroyable, puisque... Ouais, alors elle est impressionnante. Je vais laisser Alex répondre à cette question, parce que vu que lui, il l'a au quotidien, il connaît plus les chiffres. Mais ouais. Moi j'ai été vachement impressionné, et c'est ce que j'ai dit hier soir, c'est qu'en fait, quand nous, on arrivait à 80% de batterie, je crois que de mémoire, on prenait encore 170 kW de puissance, et c'est ce que prenaient Romain et Guillaume avec leur Tesla Model 3 en début de charge. Donc, quand ils étaient à 5%. C'est ça. Ouais, en fait, en gros, la courbe de charge à Ioniq 6 ou Ioniq 5, enfin, toute la plateforme GMP, c'est en gros 230 quasiment jusqu'à 60%. Et de 60 à 80, ça va descendre légèrement jusqu'à 170 kW. Mais du coup, on a vraiment des grosses puissances jusqu'à 80%. C'est là où on n'a pas pris, à part quelques fois, on s'est arrêté à 70, mais ça se jouait à 1 ou 2 minutes d'aller jusqu'à 80%. C'est pour ça que c'était toujours du cadeau, on va dire, d'aller à 80, plutôt qu'optimiser à se dire j'arrête à 60, quitte à arriver à 5% la bande d'après. Juste un mot, il y a un autre truc par rapport au record précédent qu'ils ont fait en Tesla. Donc eux, ils ont fait beaucoup plus de charges parce qu'ils ont essayé d'optimiser, arriver à 5 et partir à 50 pour bénéficier du pic de charge de la voiture. Mais le problème, c'est qu'ils ils ont fait 32 ou 33 arrêts, je sais plus. Et donc 10 de plus que nous. Et en plus, ils sont tombés la moitié du temps sur des superchargeurs V2. Donc ils avaient une Model 3 long range qui plafonne à 250, mais eux étaient limités la moitié du temps à 170. Qui était à 150 plutôt, qui est la puissance que nous on avait à 80%, quoi. Donc on a gagné un temps fou sur chaque recharge, c'est une évidence.
Sur les planificateurs, donc vous avez utilisé ABRP et ChargeMap. Et du coup, ça vous permet de faire un petit bilan des deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est fiable? Ça correspondait, la réalité correspondait à ce qui était annoncé d'une façon générale? En fait, il y a eu alors c'est JC qui répondrait mieux que moi, mais en fait, pour ABRP, en l'occurrence, par défaut, c'est assez connu, il est très pessimiste. Donc, il nous fera arriver à bon port, mais avec souvent une charge ou deux en trop. Parce que la consommation de référence à 110 qui est définie pour la voiture est souvent trop élevée. Et c'était justement là où le parcours Bordeaux-Portugal nous a permis de bien affiner cette valeur de manière à la trouver. Je crois qu'on est descendu à moins 2 ou moins 3 kWh. Je vais expliquer vite fait comment on a fait. Pour vous calibrer, en fait. Ouais. On a pris un trajet entre deux bornes, on a vu à combien on est parti, donc souvent 80%, et combien on est arrivé. La ABRP, il y a un truc qui est vraiment sympa et qui n'y a pas sur ChargeMap, c'est pour ça qu'on a plutôt utilisé ABRP à la base, c'est que tu peux définir une valeur de consommation à 110, la valeur de référence. Et elle, sur la Ioniq 6 RWD, elle est à 155, c'est-à-dire 15,5 kWh. Et nous, on a tuné ce chiffre pour arriver au même chiffre qu'on avait eu à l'aller. Et en fait, le bon chiffre, c'était 12 kWh. Donc, une fois qu'on avait ce chiffre, on a rajouté un petit peu, donc on a mis 13, et on a fait notre planification avec ce chiffre de 13 kWh, ce qui nous a fait sauter pas mal d'arrêts recharge par rapport à la planification initiale. ABRP nous donnait 60 heures et 30 minutes, un truc comme ça, je sais plus exactement 60h40, exact. Ouais, nous on a mis 3 heures de plus en gros, parce que pour le coup il est trop optimiste. Même ça roulait super bien, on n'arrivait pas à tenir les temps qu'il nous donnait. Et puis donc ChargeMap, nous on n'a pas vraiment utilisé le planificateur du coup. Par contre, on a vraiment chaque borne, on allait les vérifier. Pour les bornes un peu tendues, on allait regarder sur ChargeMap les bornes de secours entre guillemets, et on vérifiait comme ça en temps réel la communauté, ce que disait la communauté sur les stations, regarder les photos, voir ce que c'était comme borne aussi, etc. Ça nous a permis d'avoir des infos sur les stations. Par contre, avec ce réglage de consommation que tu avais défini, on avait par contre quasiment au bon pourcentage à l'arrivée aux bornes. Il était optimiste au niveau du temps de roulage et de charge, mais par contre, au niveau du pourcentage à l'arrivée, on avait réussi à trouver le bon réglage. Ça se jouait à 3 ou 4% de mémoire à l'arrivée par rapport à ce qui était prévu par ABRP. Vous savez combien ça vous a coûté? Vous avez déjà récupéré toutes les datas des prestataires de recharge pour pouvoir faire compiler et savoir ce que ça vous a coûté exactement en termes de recharge? Alors non, pas encore. Pas encore. Moi, je pense que, alors pour le coup, par contre, ça a coûté plus cher qu'en Tesla. Je crois qu'en Tesla, ils avaient payé 350 €. Et là, je pense qu'on est dans les 600. D'accord. En partant d'un principe où on était, c'est le prix sans abonnement. Si on avait pris un abonnement Unity, on a sur un tarif préférentiel, mais on va parler plutôt du tarif brut en n'ayant pas d'abonnement. Non, mais ça correspond, dit comme ça, de façon brute, au différentiel de prix du kilowattheure entre Tesla et Unity, en gros. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors il y a une question, ça serait intéressant, je sais pas si ça a déjà été fait, mais est-ce que pour vraiment comparer, ça serait marrant de refaire la même chose avec une thermique. Enfin, c'est pas votre trip, mais voilà. Est-ce que vous avez regardé, ça a déjà été fait, enfin récemment avec une voiture thermique récente? Alors on a parlé de ça a été fait, mais par contre on n'a pas vraiment envie d'inciter à le faire, dans le principe où ce serait quand même dommage au niveau impact carbone de faire ce parcours-là juste pour essayer de prouver quelque chose. Par contre on a pu faire quand même quelques petits calculs. Si par exemple on avait fait ça avec une thermique qui faisait du 6 litres au 100, avec un réservoir qui fait 60 litres, dont 50 litres à peu près qu'on utilise pour pas arriver non plus à zéro. Ça fait une voiture qui a à peu près 830 km d'autonomie. Et du coup ça correspondrait à 7 arrêts. En gros de 15 minutes pour faire le plein. Il fait qu'une pause totale d'1h45, donc 4 heures de moins que nous. Mais sauf que ça fait des sessions de roulage de 8 heures. Donc oui, techniquement, c'est faisable. Par contre, humainement, je pense que c'est juste intenable. Donc moi, je miserais sur 1 heure ou 2 de mieux, peut-être avec une thermique, mais en étant quand même sur les rotules à l'arrivée. Là, vous vous arrêtiez. Quand vous vous arrêtiez, vous avez souvent constaté que la voiture chargeait plus vite que vous. C'est-à-dire que vous étiez obligé de repartir très rapidement, finalement. L'enfer de JC. Ah ouais, mais moi c'était. Moi, j'aime bien prendre mon temps, tu vois. J'aime bien dans les road trips, quand tu fais une pause, c'est génial. Et surtout à l'étranger, tu vois. Bien sûr, ouais. Mais là, c'était vraiment. Donc, la moyenne des charges, c'était 15 minutes. Et sincèrement, c'était un enfer. Et je pense qu'effectivement, techniquement, tu peux faire mieux en thermique.
Mais je pense que c'est impossible. Nous, à la fin, quand on faisait des runs de 2h30, on était contents. Quand ça dépassait 3 heures, on était dégoûtés. Enfin, on avait envie de faire des rotations rapides et aller aux toilettes, manger, se lever, bouger, prendre l'air. Et pour l'anecdote du temps de charge, on a eu le cas justement où un matin, là, on commence à avoir faim. En fait, tiens, il y a un McDo à côté, super, on va pouvoir manger quelque chose. Et là, on met la voiture à charger. Et au final, au McDo, ça a mis plus de temps que prévu. Le McDo était plus long que la voiture à charger. Du coup, c'est la seule fois, je crois qu'on a dépassé les 80%. On est monté, je crois, à 86 ou 87%. Parce qu'en fait, le service était plus long que la voiture. Donc, la fast charge est plus rapide que le fast food maintenant. C'est ça. Exactement. Ok. Donc, on va retrouver... oui, le prix, on en a parlé. Je crois qu'on a fait le tour. Vous voulez rajouter quelque chose ? C'était une expérience humaine assez folle quand même. On a quand même, au final, quand même bien rigolé entre nous. C'était quand même humainement très sympa. Je pense que vous avez fait finalement, même si c'était certainement, on l'imagine, quelque chose d'assez fatigant quand même. Hein, vous avez fait rêver, ou vous allez faire rêver beaucoup de monde parce que c'est vrai que ça fait envie cette aventure-là. On espère. Ouais, on va sortir une vidéo un peu qui retrace toute l'expérience. On avait fait pas mal de stories et même on a fait des lives sur Instagram. Et puis on a aussi un truc sur Polar Step. Alors faut chercher Polar Step, la chaîne AV, où il y a vraiment tout le trajet avec des photos de chaque charge, etc. Tout le détail des arrêts, etc. Et oui, c'était très cool. On était suivis. Et on a fait même un live à l'arrivée. Il y avait 400 personnes qui nous suivaient, genre lundi à 9h30, quoi. C'était drôle. Donc c'était une belle aventure déjà entre nous. Alors pendant le record, c'était pas une très belle aventure parce que soit on conduisait, soit on roupillait en gros. Mais le retour, on a mis 3 jours à redescendre jusqu'à Oslo parce qu'on est redescendu plus tôt que prévu parce que la neige arrivait, on avait peur d'être bloqué. Bref, là ça a été très drôle parce que pour le coup, on a fait un vrai road trip en voiture électrique en s'arrêtant quand on voulait, en prenant le temps de manger, etc. On a bien rigolé. Mais non, c'était super, belle expérience. C'est vrai qu'on mange mal en Norvège et que ça coûte un rein. Au final, Norvège, on n'a pas trop pu tester parce que on s'est juste fait un restaurant, puis après on a vite bifurqué en Finlande et en Suède. D'accord. Mais ouais, non, j'ai pas souvenir qu'on a mangé trop de trucs exotiques. On aurait pu se mettre plus en danger là-dessus, mais on a mangé beaucoup de hot dog, qui finalement est une grande spécialité des pays scandinaves. Ouais. Par contre, s'il y a quelque chose que je pourrais ajouter, c'est qu'est-ce qu'il nous aurait fallu de différent pour le refaire. Et je pense à un truc en particulier, c'est surtout pour la Suède de nuit. En fait, en Suède, ils sont tous équipés de projecteurs à LED au-dessus de leur plaque d'immatriculation, vraiment des 4 spots. Il y a la voiture de mamie qui est équipée avec des phares de rallye, en fait. Mais au final, quand ils allument ça dans la forêt, d'un coup, il fait jour. Et on a plusieurs fois eu le cas où on suivait une voiture qui avait ces phares-là, parce que ça nous aidait vraiment. Et si on les avait eus, je pense qu'on aurait pu rouler un peu plus aux limitations de vitesse à ce moment-là, parce qu'on aurait pu être en sécurité à vitesse plus élevée. Je dirais même que si quelqu'un devait le refaire, il faudrait le faire en juin, parce qu'en juin, au-dessus du cercle polaire, il fait tout le temps jour. Et du coup, tu n'as plus ce problème de rouler de nuit et d'avoir peur des animaux, etc. Exact. Ouais. Vous avez vu des aurores boréales ? Alors, avec Alex, on a vu un espèce de nuage vert. On s'est dit, est-ce que c'en est une, oui ou non ? Et Charles nous a dit oui. Et c'était pas la vodka suédoise, c'était bien. Non, on n'a pas. Non, c'en était, mais il faut faire du post-traitement derrière. Charles, il nous a dit qu'il en avait vu une un peu plus belle après. Mais ouais, et en fait, quand j'ai pris le dernier run de nuit, je crois que je l'ai pris à 2h du mat jusqu'à 5h30, un truc comme ça. Où là, les deux dormaient tranquillement derrière. Ce qui m'a permis de me tenir, c'est qu'effectivement, je roulais tranquillement, il y avait personne. Et là, pour le coup, je l'ai vu un peu plus distinctement, donc c'était vraiment canon. Donc c'est vraiment un très beau souvenir, ce petit tronçon en pleine nuit là. Donc vraiment très beau souvenir. Ok, très bien. Eh ben, écoutez, c'est super intéressant, c'est passionnant. Donc la vidéo sur la chaîne Eevee, la vidéo sur YouTube va sortir prochainement et qui va retracer tout le périple en détail. Ok, merci beaucoup messieurs, c'était très intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Et puis à une prochaine fois pour de prochaines aventures. Sans problème. Pas trop tôt, parce que là, il faut dormir maintenant. Faut se reposer un peu. On est fatigué. C'est vrai qu'on dort beaucoup depuis. Reposez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Ciao. Merci.